Et la chaîne française d'I24 News est ravie aujourd'hui d'accueillir Albert Dadon. Bonjour Albert, vous êtes un homme d'affaires australien, philanthrope et musicien même, peut-on lire dans votre dossier de presse. Mais si vous êtes dans nos studios, c'est parce que vous présidez l'Institut international pour le dialogue stratégique, un organisme que vous avez fondé vous-même en 2009. Et justement, vous tenez jusqu'à aujourd'hui à Jérusalem un dialogue, tel que vous l'appelez, qui réunit donc plusieurs délégations australiennes, britanniques et israéliennes, si je ne me trompe pas. Peut-être première question avant d'aborder dans les détails les dossiers que vous avez développés lors de ce dialogue. Comment se déroule ce forum, ce dialogue ? Alors, c'est très simple. D'abord, ça prend une année pour s'organiser, donc c'est prenant. Et on invite... Cette année particulièrement, c'était assez difficile à cause des élections anglaises. Et on a su, il y a moins de 2 mois, que ces élections allaient se présenter un jour avant le commencement de notre dialogue. Donc, évidemment, ça a fait tout chambouler, comme on dit. Et nous avons dû donc retravailler tous nos invités, etc. Et bien entendu, vous avez la maison représentative des Sénats, le Sénat, si vous voulez, anglais, c'est the House of Lords. Et les Lords ne sont pas élus, ils sont nommés et c'est à vie. Donc au moins, ça présente une stabilité et on peut piocher là-dedans. Et donc la plupart de nos invités, sauf un, étaient des sénateurs, des Lords, parmi les Anglais. Parmi les Australiens, on avait un ancien Premier ministre, Tony Abbott. Nous avons le présent garde des Sceaux, Christian Porter, qui était là, et plein d'autres personnalités de tous les partis. On avait le député leader de l'opposition australienne qui était là, Richard Marles, etc. Et on avait aussi pas mal de personnalités du monde du business. On n'avait pas de personnalité culturelle cette année qui était de l'Australie. Et donc, on se réunit et le fonctionnement est assez simple. Nous avons des sujets que nous présentons bien à l'avance. Et donc, on demande à tous ceux qui sont présents de débattre ces sujets. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu apprendre, par exemple, par un éminent professeur israélien qui sait de quoi il en vient, qu'en Israël aujourd'hui, vous avez des boîtes chinoises qui sont en train de vous prendre tous les contrats de construction pour, comment dit-on cela en français, d'infrastructure, oui, c'est le même mot. Et on a appris que la main-d'œuvre serait une main-d'œuvre qui vient des prisonniers de la Chine. Donc ça, c'était assez explosif et intéressant. On a exploré ça. Enfin, ce sont des choses comme ça qu'on arrive à débattre, à découvrir. Au-delà de ces sujets donc très intéressants, quels sont les objectifs globaux de ce dossier dialogue qui se tient depuis 3 jours maintenant à Jérusalem ? Les objectifs, ce sont d'abord, c'est de pouvoir débattre entre amis. On va dire, on est nouveaux amis la plupart du temps, mais avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord généralement. Parce que ce qui est très important, c'est d'arriver à débattre en dehors de la bulle dans laquelle nous vivons tous. Et l'objectif, c'est de débattre, donc d'arriver à des conclusions ou pas, et en restant amis à la fin du parcours. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde occidental en entier souffre de ce manque de débat où on peut effectivement ne pas être d'accord et continuer à s'entendre après ne pas s'être mis d'accord. Alors, ont été abordés plusieurs dossiers brûlants, des sujets d'actualité évidemment, notamment sûr. l'Iran et la Chine. On va parler d'abord de l'Iran. Vous pensez que l'Iran représente une, sinon la seule menace au Moyen-Orient ? Écoutez, l'Iran, si vous voulez, c'est un amalgame de menaces. Parce qu'il finance le terrorisme. L'Iran, c'est Hezbollah. L'Iran, c'est Hamas.
Donc vous ne pouvez pas parler de l'Iran et ne pas parler de la Russie, parce que vous savez que les États-Unis se sont retirés du débat syrien. Et donc cette place a été prise par la Russie. Donc maintenant, ce sont les vrais brokers, si vous voulez, du Moyen-Orient. Oui, ça représente un amalgame complet de menaces. On peut parler de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite très récemment, le fait que maintenant les Saoudiens sont en train de négocier avec les Iraniens parce qu'ils ont compris que les Américains peuvent vous laisser tomber du jour au lendemain. Des choses comme ça. Mais le débat où il y avait pas mal de houle également, c'était le débat sur le changement du climat. Et on peut ne pas être d'accord sur un tas de choses, mais dès qu'il arrive au changement du climat, en général, les gens se prennent à la gorge. Alors parlons de la Chine à présent. La Chine, dont le développement et l'élargissement arrivent jusqu'aux portes de l'Australie. Le Premier ministre australien Scott Morrison qui affirme que l'Australie voit cela d'un bon œil, mais vous, au contraire, si je puis dire, vous dites que la Chine peut représenter une menace potentielle pour l'Australie. Qu'en est-il ? Oui, écoutez, la Chine, ça a du bon et ça a du mauvais. Le bon, c'est effectivement, il représente une main-d'œuvre lorsqu'elle est chinoise en Chine, qui est pas chère, et donc ça nous permet de maîtriser l'inflation, c'est évident. Mais d'un autre côté, maintenant, les Chinois, depuis l'ascendance du nouveau chairman, c'est une nation qui devient de plus en plus agressive. Et on le voit autour de l'Australie, je veux dire, ils ont maintenant conquis financièrement, et qui dit financièrement pour les Chinois, ça dit tout, parce qu'ils emploient la finance en tant qu'arme stratégique. Donc ils ont maintenant maîtrisé la Fidji, ils ont pris Vanuatu. Ils sont en train pas à vous, mais des Français, ils sont en train de saboter la Nouvelle-Calédonie. Prochaines élections de la Nouvelle-Calédonie, ne soyez pas surpris qu'elle va passer à la Chine, pas au Kanak. Et enfin, ils sont en ce moment en train d'essayer de take over la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Reprendre le contrôle. Voilà, prendre le contrôle là-bas, ou en tout cas de les acheter d'une façon ou d'une autre. Et donc ça serait une tragédie pour l'Australie. En tout cas, si vous regardez la carte, vous pouvez voir qu'ils s'entourent depuis le nord jusqu'à l'est, au sud-est. Ils entoureraient l'Australie, donc ça déjà, ça poserait un problème dramatique. Et en plus, ils font, dans leurs négociations avec les autorités australiennes, ils mettent de la pression pour que l'Australie puisse les accommoder d'une façon ou d'une autre pour les policies. Comment dit-on ça en français, les policies ? On va parler d'une autre collaboration maintenant, Albert Dadon, celle qui unit l'Australie et Israël, où nous nous trouvons. Comment vous l'évaluez, cette relation ? On sait que les deux pays commercent beaucoup. Absolument. Il y a plein d'échanges. Maintenant, il y a même des échanges militaires. Ce n'était pas évident il y a encore 3 ou 4 ans. Il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Donc, la relation entre l'Australie et Israël se porte très très bien. C'est une relation pour Israël qui est aussi importante que celle des États-Unis ou du Canada. Pourtant, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Dans les années 80, le gouvernement australien a souvent critiqué Israël sur sa politique dans le Golan, mais aussi à Jérusalem. Est-ce que l'Australie pense qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir par les autorités israéliennes ? Non, parce que maintenant que vous avez... Je parlais tout à l'heure des Américains et de ce qu'ils font des fois, des décisions qu'ils prennent qui peuvent préjudicier cette région, mais ce qu'ils ont fait pour Israël, et Donald Trump, ce qu'il a fait pour Israël, c'est extraordinaire, en bougeant l'ambassade à Jérusalem, en reconnaissant le Golan Heights. Maintenant, ils sont allés encore plus loin avec les territoires occupés. Ils disent que les settlements ne sont plus illégaux.
Donc je crois que tout cela fait que l'Australie peut sainement suivre les États-Unis de ce côté-là. Il y a certains rapports en Australie, sur le sol australien, qui indiquent que les actes antisémites ont augmenté de 30% l'année dernière. Comment est-ce que les autorités, comment expliquez-vous ce phénomène premièrement, et comment est-ce que les autorités l'affrontent? Alors écoutez, c'est le phénomène qu'on rencontre dans toutes nos démocraties libérales. Nous avons ce phénomène d'intersection, la pyramide de l'intersection qu'on appelle en anglais. Je fais juste une traduction en français, je ne sais pas si elle est exacte, mais toutes les minorités qui étaient opprimées, etc., maintenant elles sont au-dessus de la pyramide. Et ce qui se passe, c'est que si vous les attaquez, on vous catégorise de raciste immédiatement et vous perdez le droit à la parole. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut observer, si on oublie d'être politiquement correct, que ce sont les minorités musulmanes, les minorités noires, qui en général font des problèmes avec nos coreligionnaires. Et c'est vrai pour la France, et c'est vrai aussi pour les États-Unis, et c'est vrai aussi pour l'Australie. Et ce qui est donc très difficile, c'est de les accuser. Parce que vous les accusez, et donc vous faites... C'est-à-dire pour que les autorités puissent accuser ces minorités, il faut se lever de bonne heure. Donc c'est là, si vous voulez, peut-être toute la différence entre le nouvel antisémitisme qu'on expérience aujourd'hui avec celui qu'il y avait il y a 100 ans. C'était un antisémitisme institutionnalisé des États, n'est-ce pas? Ça venait en France, par exemple, c'était le gouvernement qui était antisémite. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le gouvernement en France, par exemple, fait tout ce qu'il peut pour essayer de protéger les populations juives. Un dernier mot, Albert Danon, on va parler de politique israélienne. Vous qui avez vécu en Israël, peut-être une question à titre plus personnel, comment est-ce que vous voyez cette impasse politique que l'on vit actuellement? Je trouve que c'est très dommage parce que, à mon avis, cela vient du fait que certains politiciens mettent leurs intérêts personnels avant l'intérêt de la nation. Et c'est pour ça que je pense que la candidature de M. Saar peut-être changer quelque chose, parce que c'est un monsieur que je connais bien et qui a des valeurs qui sont très nobles. Et je pense que si vous le choisissiez en tant que Premier ministre, je suis persuadé qu'il mettrait ses intérêts personnels à la fin. Il était présent hier lors de votre dialogue. Est-ce que c'est un signe ? C'est peut-être un signe, je vais vous dire pourquoi, parce que Julia Gillard, qui était devenue la première ministre en Australie, avant de devenir Premier ministre, elle a adressé notre dialogue. Tony Abbott, qui est devenu le Premier ministre australien, a d'abord adressé le dialogue avant de devenir Premier ministre, donc c'est peut-être un signe. Merci beaucoup Albert Danon d'avoir accordé cette interview à A24 News. Merci beaucoup.